va attendre 2-3 minutes encore. Commence, ça va aller faire venir. Ouais. On est tous autour de la table. Hein. Ils se sont égayés. Là. Bon, comme à chaque fois qu'on anime une table ronde en fin de matinée sur des questions de métadonnées, de bases documentaires, les rangs se sont un petit peu clairsemés, mais il y a encore des gens qui vont revenir de la pause café. Déjà, merci d'être là. Promis, vous irez manger dans 1 heure. On va essayer de faire en sorte que. Alors, je tiens à excuser Damien Sueur de la BNF qui devait être avec nous ce matin, mais hélas, il est malade. Donc, c'est moi qui assurerai sa présentation au pied levé. Et donc, je tiens d'avance à m'excuser pour mes éventuelles approximations. Il m'a envoyé un PDF pour que je prenne le relais. Et je tiens à remercier donc tous les intervenants qui sont avec moi aujourd'hui pour cette table ronde intitulée BD numérique, comment les outils numériques peuvent-ils contribuer à valoriser le patrimoine de la bande dessinée et relancer la recherche. Donc, vaste question qui nous a beaucoup animés ces dernières années dans le domaine de la bande dessinée, enfin pas que dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine de la culture en général. Avant d'introduire mes invités, je vais commencer simplement par vous raconter une petite anecdote, parce que voilà, on a dit qu'on allait essayer de finir la matinée de manière un petit peu légère. Quand j'étais jeune étudiant, du coup, à l'IUT Bibliothèque, il y a une quinzaine d'années, j'avais une prof qui était très, très, très enjouée sur la question des numérisations, qui nous en parlait comme vraiment la 7e merveille du monde. Elle avait raison. Mais à l'époque, ça nous semblait un petit peu lointain. Puis elle nous avait dit, mais si, c'est formidable la numérisation, vous allez voir sur Gallica, bientôt il y aura tous les journaux, ce sera incroyable et tout ça. Puis à l'époque, Gallica était encore presque en version bêta. Enfin, ce n'était pas du tout le Gallica qu'on connaissait aujourd'hui. Et effectivement, moi, je me souviens de me dire, oui, bon, c'est peut-être un peu ambitieux quand même, c'est de la science-fiction. Puis je me souviens d'avoir perdu l'essentiel du reste de son cours à être sur Gallica, à chercher les journaux de la date de naissance de mon grand-père, etc. Et je me suis dit, bon, c'est quand même assez formidable. Et puis, voilà, ces politiques en France se sont numérisées, les universités s'y sont mises, l'État s'y est mis, il y a des acteurs privés qui peuvent s'y mettre aussi de leur côté. Déjà, à l'époque, on nous parlait des grosses usines de numérisation de Google que Google avait rachetées en Hongrie à l'époque. Ça inquiétait déjà beaucoup de monde. Et puis, évidemment, à cette époque-là, dans les collections numérisées largement accessibles au public, puisque, bon, évidemment, il y avait d'autres choses qui étaient accessibles aux chercheurs, on trouvait assez peu de romans, on trouvait encore moins d'illustrations, on trouvait 0 bande dessinée. Voilà, ça n'existait tout simplement pas. Évidemment, les temps ont beaucoup changé, et aujourd'hui, on est passé en moins d'une décennie, on mesure l'accélération du temps quand on repense à ces choses-là. On est passé en moins d'une décennie de rien n'existe, c'est de la science-fiction, et c'est une prof illuminée dans un IUT qui dit mais vous verrez. Et une décennie plus tard, en fait, vous avez des milliers de planches qui sont accessibles à tout un chacun. Vous avez des personnages de bande dessinée qui sont tombés dans le domaine public avec tous les enjeux que ça suppose. Et puis, vous avez un accès infiniment plus large pour les chercheurs, qu'ils soient jeunes chercheurs ou chercheurs vétérans, à des pièces qui avant n'étaient que référencées dans des bas de bibliographie en disant si vous sonnez chez tel collectionneur à 23h42 pour avoir fait un rendez-vous et jeter des osselets en l'air, peut-être que vous aurez la chance de consulter cette planche, mais faites-moi confiance, elle est magnifique, quoi. Donc aujourd'hui, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans la manière dont on fait de la recherche, dans la manière dont on enseigne aussi la méthodologie de recherche. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui sous différents aspects. Donc, d'une part, voilà, l'aspect des collections publiques, ce que fait la Bibliothèque nationale de France, la question de comment utiliser le patrimoine. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais essayer d'écorcher les noms de personnes. À côté de moi, j'ai bien entendu Catherine, que vous commencez à bien connaître, qui a été ma collègue donc, pendant 2 années. C'était un immense plaisir. Donc Damien Sueur n'est pas là. Pierre Puyat, qui est avec nous aujourd'hui, et sa collègue Julia de la région, qui vous fera une introduction aussi tout à l'heure. Antoine Sauzevert, qui est avec nous, bien sûr, et monsieur Pierre Gabillet, Jean-Paul Gabillet, pardon. Bien essayé. Alors, si je bafouille, vous avez peut-être lu La Charente Libre, il y a eu des pannes de train hier, j'ai été 11 heures d'affilée dans le train, donc j'ai des courbatures et la migraine. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun puisse un petit peu présenter ce qu'il fait. Donc, Julia, tu peux y aller.
C'est Excalibur, oui, en effet. Bonjour à tous, je m'appelle Julia Garato. Je suis chargée de mission au service numérique culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. La mission principale du service numérique culturel, c'est d'accompagner les acteurs culturels dans l'appropriation du numérique. Ça passe par différents leviers, notamment un site internet numérique-culturel.fr sur lequel vous pouvez retrouver de l'info-ressources sur ce secteur, donc des publications, des journées d'information, de la formation, un annuaire d'acteurs, mais également des dossiers thématiques qui interrogent le lien entre le numérique et la culture. Et parmi ces dossiers, on a pu s'interroger l'année dernière sur l'apport du numérique dans la médiation patrimoniale à travers des expériences néo-aquitaines intéressantes. Et puis, nous avons en cours depuis quelques mois, et ce pour quelques mois encore, le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir BD et numérique. Voilà, donc je vais laisser la parole très rapidement à Pierre pour qu'il puisse vous en dire davantage. Donc voilà, je vous rappelle juste donc, le site internet numérique-culturel.fr sur lequel vous pouvez consulter ce dossier qui est encore en construction et sur lequel vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter si vous voulez être au courant des prochaines publications. Et je laisse de ce pas du coup le micro à Pierre. Merci Julia. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, il y avait même un jingle. Oui, c'est bien fait, hein, c'est bien introduit. Bonjour à vous, donc, je m'appelle Pierre. Donc, je suis le rédacteur du dossier pour la région sur la bande dessinée numérique. Je suis rédacteur pour la revue Bibliothéca et formateur notamment pour l'école de la librairie ou pour la Sfored sur la bande dessinée pour les apprentis professionnels. L'idée derrière le dossier, c'était aussi d'aborder de la manière la plus simple possible comment vous, moi, les gens autour de cette table, imaginent la bande dessinée numérique, comme l'a très bien introduit Samuel. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est de la bande dessinée 2.0? Donc, moi, ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est l'expliquer simplement dans un premier temps, dans une première partie, que ce qu'on peut trouver en bande dessinée numérique et quel enjeu ça peut représenter je vais y aller modestement, mais d'un point de vue artistique ou d'un point de vue économique. On essaie de poser des questions, essayer d'anticiper peut-être des solutions aussi de demain. Donc ça, c'est ce qu'on va discuter, je pense, autour de cette table ronde. Et notre but aussi, c'était essayer de rapprocher des professionnels qui pouvaient se poser des questions, mais un peu des professionnels de toute la chaîne du livre, aussi bien auteurs, créateur ou quelqu'un qui serait tout seul, isolé, qui aimerait publier, partager sa bande dessinée, ou alors des professionnels qui aimeraient au contraire standardiser un peu les formats et monétiser aussi leur activité. Donc voilà, le projet est en cours. On a une partie introductive, on a des interviews de professionnels, donc à chaque fois, on a essayé de prendre une personne différente, aussi bien auteur que modérateur, formateur que éditeur, et puis il y a d'autres interviews à venir dans des formes un peu différentes. On en reviendra sans doute dessus, hein, mais un petit bilan qu'on peut faire sur la bande dessinée numérique, c'est vrai que c'est un domaine en expansion qui pousse des interrogations et des contradictions, aussi bien sur les questions de création que de conservation. Donc, tout ça, on va pouvoir l'aborder et je suis ravi de le faire avec vous. Merci beaucoup. Ouais, Catherine, je pense. Ouais. Alors, oui. Donc moi, je suis Catherine Ferrérol, je suis documentaliste, responsable du centre de doc, recherche et développement de la Cité. Donc je m'occupe essentiellement de documentation, mais aussi de numérisation, puisque en fait, depuis maintenant une quinzaine d'années, la Cité mène des programmes de numérisation de ces collections, des programmes qui rentrent dans le cadre des programmes de numérisation concertée avec la BNF, qui vont alimenter la base Gallica, mais aussi des programmes de numérisation qui vont rester en fait sur le site propre qu'on appelle collection numérisée de la Cité de la bande dessinée. Donc le site collection numérisée, il va contenir à la fois des albums de bande dessinée, des périodiques. On a énormément de périodiques et des planches originales issues des collections du musée qui sont valorisées par le biais de la numérisation, qui sont mises en ligne avec un appareil éditorial, une explication en fait autour de la création, de l'histoire en fait des planches. Voilà. Pour les périodiques, donc on
travaille en fait à des numérisations de corpus, donc de titres de périodiques qui sont comment dire, représentatifs d'un courant, d'une époque, toujours avec la contrainte du domaine public, puisqu'on ne numérise, enfin, on numérise, mais on ne met en ligne que ce qui est entré dans le domaine public, donc 70 ans après la publication. Donc, voilà, donc là, en gros, aujourd'hui, on ne met en ligne que des périodiques qui ont été publiés avant 1951. Donc, voilà. Et ensuite, pour les albums, ça va être des corpus, en fait, représentatifs du travail d'un auteur. Voilà, ou d'un champ thématique. Donc, par exemple, on a travaillé sur les albums sur la Première Guerre mondiale, sur des albums littérature jeunesse, par exemple, etc. Et ensuite, on a comment dire, mis en ligne tous ces titres-là avec une éditorialisation, soit une présentation d'auteur, soit une présentation thématique. Voilà, c'est l'essentiel en fait du travail de numérisation qui est mené. Après, il y a une couche qu'on ne voit pas forcément, qui est la numérisation de données ou plutôt de documentation contemporaine, de façon à la rendre accessible aux chercheurs qui sont éloignés d'Angoulême. Donc là, l'accès se fait avec authentification et sur justificatif de recherche. Voilà. Et ensuite, il y a des programmes de numérisation qui sont menés de manière concertée dans le cadre de projets particuliers. Donc, je ne vais pas dévoiler ce que Jean-Paul va nous dire, mais en gros, on a numérisé plusieurs dizaines de milliers de pages de titres de BD-Chili, de périodiques d'études de la bande dessinée dans le cadre du projet Média BD. Donc, voilà, tous ces programmes de numérisation viennent enrichir à un moment la diffusion en fait, du patrimoine de la bande dessinée. On n'est pas forcément sur de la conservation, quoique, parce qu'en fait, la numérisation sert aussi à la conservation préventive des documents, puisque du coup, quand on numérise des documents qui sont en mauvais état, ils ne sont plus donnés à la consultation physique pour les chercheurs. Donc, ça nous permet aussi de mettre à l'abri des collections qui sont endommagées. On connaît tous l'état du papier, la fragilité du papier, l'acidification en fait, du papier à une époque où il était de mauvaise qualité. Et du coup, ça nous permet aussi de protéger ces collections. Et du coup aussi de diffuser plus largement en fait, le patrimoine. Toujours avec cette question de l'entrée dans le domaine public et du droit d'auteur. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, c'est déjà assez complet. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter effectivement le site des collections numérisées de la bibliothèque, c'est vraiment d'une grande richesse. Je vous passe la parole ensuite. Donc, pour et musées, bien entendu, parce qu'on a des planches. C'est les collections de numérisées de la Cité. Tu vois, ça fait 2 mois que j'y suis plus, et puis j'ai déjà perdu les intitulés exacts. Donc ensuite, je vous laisse nous présenter Média BD. Oui, c'est le bouton. C'est bon. Voilà. Bien. Donc, pour ceux qui l'auraient oublié depuis tout à l'heure, Jean-Paul Gabellier de l'Université Bordeaux-Montaigne. Je suis responsable à l'initiative d'un projet, alors qu'en fait, il y a un projet de recherche financé par la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2017. Donc le nom du projet et le nom de sa production principale, c'est la base de données Média BD, donc qui est en création, en élaboration depuis maintenant, ça va faire 3 ans, 4 ans, et ça continue. Donc en fait, l'idée d'origine de cette base de données, c'était de permettre alors à tous les gens intéressés par le sujet d'avoir accès à, on va dire, l'ensemble, ou tout au moins l'éventail le plus exhaustif possible, des publications consacrées à la bande dessinée
publiés donc prioritairement en France, enfin dans le domaine francophone, depuis les années 60. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'était de mettre à disposition des chercheurs au sens large toutes les revues, les périodiques qui ont contribué à la constitution de la bédéphilie. Donc, ce phénomène culturel qui n'existait pas il y a, enfin, ou qui existait, mais de manière très souterraine, non reconnue, il y a 70 ans, et puis qui, à partir voilà, des années 60, a commencé à émerger bon, grâce à l'activisme d'un certain nombre de personnes. Ça a déjà été évoqué hier. Donc, le site MediaBD, voilà, vous avez la page d'accueil ici. Donc, le principe, comme l'a dit Catherine, c'est donc de numériser un énorme, vraiment énorme corpus d'ouvrages. Le principe, c'est que ce sont des supports périodiques. Hein, les périodiques consacrés à la bande dessinée, donc fanzine, mais aussi prosine. Donc, il y a la subtile distinction, bon, qui en France n'est pas très opérationnelle, plus opérationnelle chez les Américains, publié depuis les années 60, et d'en faire un outil qui permette à tout chercheur voilà, d'aller rechercher des références, soit très larges, soit très pointues, ayant trait à la bande dessinée. Donc, la barre de recherche, dans la barre de recherche que vous voyez, vous entrez un nom de série, un nom de personnage, un nom d'auteur, donc, je ne sais pas, Astérix, Moebius, je ne sais pas, Dionée, et vous allez... Dionée, c'est compliqué parce qu'il y aura beaucoup d'articles rédigés par Monsieur Dionnet. Donc, sinon, admettant Astérix, vous obtenez donc un ensemble de références qui sortent, qui vous indiquent donc toutes les revues, tous les numéros dans lesquels voilà, il y a des références à Astérix. Et donc, quand vous êtes un utilisateur enregistré de MediaBD, vous avez la possibilité donc en 2 clics, d'arriver sur la revue à laquelle renvoie la référence donnée, et elle s'affiche, et avec la recherche en plein texte, vous pouvez ainsi récupérer les occurrences précises de ce que vous cherchez. Alors après, il y a un deuxième niveau où vous pouvez affiner la recherche. Il y a toute une indexation par thème. Donc, vous pouvez faire donc, Astérix et tel pays, si vous voulez, Astérix Espagne, et vous aurez les références qui ont à voir avec Astérix et Espagne. Voilà. Hein, donc, c'est une base de données donc de conception très classique, mais qui en fait a voilà, l'avantage énorme de donner accès à des revues qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont devenues excessivement difficiles à se procurer sous forme papier, qui pour beaucoup d'entre elles avaient des tirages minuscules quand elles ont été publiées, notamment dans les années 60 et 70. Voilà, ça facilite le travail des chercheurs, et ça permet, voilà, c'est un outil parmi d'autres pour travailler sur non seulement le patrimoine de la bande dessinée, mais tout ce qui a été écrit sur la bande dessinée à cette époque-là, tous ces écrits eux-mêmes font partie du patrimoine et sont des éléments à inclure dans l'énorme corpus de la patrimonialisation de la bande dessinée. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Antoine. Oui, Antoine Sautevert, bonjour. Donc, je suis là pour vous présenter les pages sélection, pages sélection du site, les pages sélection bande dessinée du site Gallica, qui ont été faites
en collaboration entre la Cité de la bande dessinée et Gallica de la Bibliothèque nationale de France, BNF, auquel j'ai collaboré, puisque c'est un travail justement à trois qu'on a fait il y a bientôt, ça a été publié il y a moins d'un an, hein, maintenant les pages sont en ligne depuis novembre 2020, si je me souviens bien. Et le but, en fait, c'était de pouvoir proposer un accès aux bandes dessinées sous différents supports qu'elles pouvaient se présenter en un seul endroit, puisque que ce soit en physique ou en numérique, rien n'indique dans la description, les métadonnées d'un document qu'il fait partie de la bande dessinée, qu'il appartient au corpus de la bande dessinée. Et donc, ces pages, déjà, enfin, au sein de la BNF, les collections sont éclatées, mais avec les 8 millions de documents numérisés qu'on a maintenant sur Gallica, c'était également très difficile de pouvoir accéder sans avoir de but précis sur Gallica. Donc, est-ce que ce travail collaboratif, c'était déjà de déterminer un corpus, et on est remonté jusqu'aux origines de la bande dessinée, hein, depuis Rodolphe Topfer, hein, jusqu'à la date limite du dépôt légal, hein, qui est à peu près 70 ans après la publication. Donc, c'est comme ça qu'on va traverser tout le 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle jusqu'à les premières bandes quotidiennes qu'on pouvait trouver dans le quotidien François dès l'après-guerre. Donc, comment se présentent ces pages? On a déjà un accueil qui nous permet d'avoir un accès transversal ou chronologique parmi ce corpus. Alors, on a un accès par auteur, hein, qui va vous présenter Topfer, ses suiveurs, des dessinateurs de la Belle Époque comme Carandache, Steinlein. Donc là, on reste dans le 19e. Et puis après, on bascule avec Benjamin Marabier dans le 20e. Et puis, on va également avoir des dessinateurs comme Matt, Calvo ou Forton. Pour certains, Catherine en parlera peut-être, mais leurs œuvres sont encore sous droit, mais ont bénéficié de droits négociés. Une autorisation de publication. Voilà, autorisation de publication. Vous avez également un accès par série, et là, on va se retrouver avec des accès par héros ou héroïne. C'est là, on en a une petite dizaine, ça va de Ziguépus, Popeye, Fenouillard, etc., les pieds nickelés. Et vous avez également un accès par titre de presse, où là, il y a une quarantaine de titres de presse qui ont été non seulement inventoriés, mais également listés, série par série, enfin, pas toutes, hein, mais les principales. Et là, on va, pareil, hein, du 19e siècle, fin 19e, les belles revues illustrées de la Belle Époque, beaucoup de revues du premier tiers du 20e siècle, tout ce qui est pour la jeunesse, garçons également, et pour filles, hein, puisqu'on en a parlé. Et puis, les premiers illustrés dans le sillage du journal de Mickey, français, jusqu'à, comme on le parlait tout à l'heure, François, quotidien qui publiait, entre autres, des strips quotidiens. Donc, c'est principalement un domaine francophone, mais on a également une partie de bande dessinée américaine en version originale, puisque le New York Herald avait publié de 1904 à 1914 un supplément tout en couleur qui proposait tous les dimanches et qui était qui paraissait en même temps que celui des États-Unis. Donc, on a également beaucoup de bandes dessinées américaines parues dans ce quotidien, notamment tout Little Nemo, mais également de McKay, on a également Gustave Verbeek ou Buster Brown. Donc, toutes ces planches qui sont également inventariées, indexées, et pour lesquelles on a un accès direct, numéro par numéro. Donc voilà, le but, c'était pour le grand public comme pour les chercheurs d'avoir un accès facilité à ces documents. Merci beaucoup. Effectivement, c'est absolument passionnant. Prévoyez du temps si jamais vous commencez à rentrer dans la section BD Gallica, parce que vous n'en ressortez pas. Hein, je vais vous faire ensuite, on va rester à la BNF, puisque je vais vous présenter rapidement, donc à la place de Damien qui n'a pas pu être avec nous, l'application BDNF. Une application qui est particulièrement intéressante pour les gens qui travaillent dans le milieu de la pédagogie, pour l'apprentissage de comment construire une histoire, comment construire un strip, comment construire une planche de bande dessinée, puisque tout simplement c'est une application qui vous permet de faire vos propres planches à partir d'éléments issus du domaine public qui ont été numérisés, qui sont mis à disposition comme autant d'éléments qu'on peut réagencer pour faire des cases. Je vais vous refaire un historique rapide du coup de cette application qui a été lancée en janvier 2020. Donc,
c'était au festival de la BD. Alors, ça a peut-être moins fait la une que le président Macron qui se fait offrir un t-shirt, mais néanmoins, c'était un élément assez important, puisque c'est quand même la concrétisation aussi de nombreuses années de numérisation et un outil de médiation qui est quand même assez puissant, parce que d'une part, ça permet de redécouvrir des éléments du patrimoine illustré français, d'expliquer aussi notamment à des élèves la notion de domaine public et pourquoi on a le droit de réutiliser ces éléments aujourd'hui. Et puis aussi, c'est une application que la BNF a voulu très modulable, c'est-à-dire qu'on peut facilement y ajouter des assets, il y a des mises à jour très régulières et il y aura des développements de l'application ultérieure. Donc en mars 2020, il y a une version anglaise qui a été ajoutée. Puis entre mars 2020 et septembre 2020, on ne comprend pas pourquoi il y a moins de mises à jour. Mais, voilà, je pense qu'on on en était tous là, donc le passage au télétravail, etc. Néanmoins, l'application a continué de recevoir du développement. C'est une application qui a un suivi très fort BDNF, qui est disponible sur Mac depuis septembre 2020. L'interface a été refondue pour être justement plus instinctive, plus facile à prendre en main. Le module d'export a aussi été amélioré à ce moment-là. Donc la V2 maintenant à 1 an, les développements se poursuivent. Depuis novembre 2020, il y a des nouveaux éléments et des corpus thématiques qui ont été ajoutés. Si vous voulez travailler sur un corpus précis, par exemple faire une BD avec des illustrations du Moyen-Âge, de la thématique antiquité, etc. Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je ne saurais pas vous dire combien exactement, parce que je n'ai pas suffisamment révisé, mais il y a vraiment beaucoup d'assets qui sont utilisables. C'est toujours aussi simple d'utilisation. En décembre 2020, donc, a été lancé un premier concours de création de planches dont la Cité internationale de la bande dessinée était partenaire, ainsi que le MENJS, la CNL, la CNE. Le CNE, concours qui a quand même suscité beaucoup de participation, notamment d'individuels, mais aussi de classes, qui avait fait un travail suivi à ce sujet-là, justement, pour apprendre cet outil-là aux élèves, ce qui leur permettait à la fois de travailler et sur l'outil informatique et sur la notion historique de comment ces éléments-là se retrouvent là, mais aussi tout simplement sur la question de la narration séquentielle en bande dessinée. Et puis ensuite, on a un premier bilan à presque 2 ans d'utilisation qui a été fait en septembre 2021, donc c'est tout récent. Il y a 302 862 utilisateurs, ce qui est quand même beaucoup. Le nombre de comptes qui ont été créés, donc c'est plutôt un succès en termes de prise en main. Et on approche de la barre, elle a peut-être été dépassée depuis, des 600 000 histoires qui ont été créées avec ce dispositif. Une V3 est prévue au printemps 2022, donc c'est demain, hein, ça va arriver dans quelques temps, donc avec un module de création d'avatar pour pousser un peu plus loin la personnalisation des planches BDNF, une optimisation sur tablette. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est l'application, j'ai pas beaucoup manipulé la V2, mais quand j'avais vu tourner la V1, c'était surtout optimisé pour le PC, mais l'optimisation pour tablette arrive, la synchronisation des corpus arrive également, et il y aura une version en ligne, ce qui effectivement manque pour le moment, qui devrait arriver à la fin 2022. Donc voilà, c'est une application qui est vraiment très riche. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à l'utiliser, particulièrement si vous voulez travailler à cette question de la création et de la narration séquentielle, parce que c'est vraiment une grande réussite. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonné quand je l'avais pris en main, c'est vraiment la facilité d'utilisation qui a été pensée pour que ce soit élémentaire et qu'on puisse très vite se l'appréhender et très vite reproduire avec une classe ou avec tout autre type de personnes qui voudraient apprendre la narration séquentielle en bande dessinée et travailler sur cette question du patrimoine. Moi, je voudrais ensuite qu'on en parle encore un peu de temps. Oui. Ça, vous n'avez pas trop faim. Donc on a encore un peu de temps pour en parler. Moi, ce qui m'avait frappé, donc vous en avez tous parlé un petit peu quand vous avez présenté ça, c'est la question de l'enjeu de la sélection. Ça a été très bien dit dans la table ronde précédente. On vit quand on est sur la question de la recherche en bande dessinée, particulièrement en bande dessinée patrimoniale, on tombe face à un puits sans fond, c'est-à-dire que la moindre illustration dans le moindre périodique illustré, on peut se dire ah bah oui, mais ça, tel
telle personne a travaillé avec tel autre dessinateur, alors ça doit être important de le numériser, etc. Puis on met le doigt là-dedans, puis on se rend compte que si on pouvait, on numériserait absolument chaque planche de chaque page de tout ce qui a été fait. Or, ne serait-ce que pour des questions de coût, c'est impossible. Ça, pour avoir signé un certain nombre de devis quand je travaillais à la Cité de la BD, on sait bien que la numérisation, même quand on a des partenaires très solides comme la Bibliothèque nationale de France, eh ben, voilà, c'est impossible, ne serait-ce qu'en termes de temps, de préparation, ou tout simplement de financement, de matériel, de numériser tout ce qu'on voudrait. Donc moi, je voudrais un petit peu vous entendre les uns les autres sur la question de la priorisation. Comment, dans vos services et dans vos entités respectives, vous mettez en place des politiques concertées et cohérentes pour savoir pourquoi je numériserai la semaine de Suzette plutôt que le Téméraire ou l'inverse. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Là, je crois que ça va me concerner plus directement. En partie, oui. J'ai un peu l'impression. Donc, nous, on travaille en fait vraiment par rapport au corpus qu'on a et au moment de la libération des droits. Donc, si on voit que tel titre, par exemple, de périodique va rentrer dans le domaine public, s'il n'a pas déjà été numérisé, à ce moment-là, on va se poser la question de savoir quel est aussi le volume que ça représente, quelle est la complétude de la collection dans nos réserves. Est-ce qu'on a toute la collection? Est-ce qu'elle est parcellaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de lacunes? Voilà. Après, l'intérêt par rapport à l'histoire aussi de la bande dessinée. Et ensuite, voir si elle est complémentaire de ce qui existe déjà dans Gallica et de surtout ce qui est déjà prévu en numérisation à la BNF. Il faut voir que sur le domaine français, on essaye vraiment de faire un travail qui soit le plus collaboratif possible avec la BNF. Dans le passé, on a déjà eu des doublons, en fait, et on essaye vraiment d'éviter ça. Parce qu'en fait, on travaille avec de l'argent public, et donc il faut éviter de faire 2 fois le travail. Donc voilà, donc on fonctionne vraiment comme ça pour ce qui est périodique. Après, pour les auteurs, on va repérer en fait s'il y a des choses intéressantes par rapport à une programmation. Par exemple, si à la Cité, on a une programmation particulière ou envie de développer une thématique particulière, à ce moment-là, on va pouvoir numériser. Par exemple, je pense par exemple à la bande dessinée animalière. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un dossier dans nos collections numérisées sur la bande dessinée animalière. Donc, je ne m'interdis pas à un moment de sélectionner en fait un corpus de bande dessinée qui va correspondre à cette thématique-là, voir ce qui est sous droit, ce qui ne l'est pas, essayer aussi de négocier avec les ayants droit ou avec les auteurs s'ils sont encore vivants, mais dans ce domaine-là, c'est un peu, voilà, il y en a moins, quoi. Enfin, voilà, les droits de publication et ensuite de numériser. Alors, nous, on a 2 possibilités en numérisation. Effectivement, si on a un gros corpus, on va passer par un prestataire. Par contre, si on a la chance d'avoir pu acquérir une espèce de merveille qui s'appelle un copybook I2S A2. Vous ne voulez pas savoir combien ça coûte? C'est moi qui avais signé le devis, j'ai fait un malaise. Non, non. En fait, c'est une très belle machine. En fait, c'est un scan, mais de grand format, et surtout qui fait de la numérisation de qualité professionnelle sans abîmer les documents. Parce que le souci qu'on avait aussi, c'est qu'avec les scans bureautiques, en fait, on manipulait beaucoup les livres et du coup, on abîmait les relures, etc. Donc, on s'interdisait jusque-là de faire en fait, de la numérisation sur des documents qui étaient anciens, fragiles, etc. Aujourd'hui, on peut le faire sans risque. Donc, rien ne nous interdit, si on a un petit corpus d'une dizaine de livres, de numériser ces dizaines de livres-là et de pouvoir les mettre en ligne facilement, sans forcément passer par un prestataire. Ce qui est une souplesse en fait, de travail énorme. Voilà, donc ça c'est pour le domaine français, francophone. Si on a des documents étrangers, c'est toujours la même question. Est-ce que moi je suis confrontée à cette problématique-là tous les jours, parce que tous les jours je vais découvrir ou on va me faire découvrir des trésors en fait, ou des documents qui sont intéressants, qui sont anecdotiques, qui éveillent la curiosité, et je me dis ça je le numériserai bien, etc. Mais toujours avec la même question, c'est
est-ce que j'ai le droit de le numériser? Oui, je peux le numériser. Mais si c'est pour le laisser sur le serveur, ça n'a pas grand intérêt. Donc après, il faut se poser la question, est-ce que je peux le diffuser? Si oui, est-ce que je peux le diffuser librement? Sinon, est-ce qu'il faut que je négocie? Il faut que je vois avec qui veut négocier les droits de diffusion, etc. Donc on a vraiment ce frein-là aussi, quoi. La bande dessinée, c'est un art qui est jeune et il y a encore énormément de choses qui sont sous droit, hein. Donc, c'est difficile de mener des corpus comme peut le faire la BNF sur certains titres de presse, par exemple, ou sur des corpus très larges. On va avoir du mal, effectivement, à pouvoir diffuser en fait, ce qui a été numérisé, toujours pour cette question de droit. Voilà, donc aujourd'hui, on s'autorise beaucoup plus à demander en fait l'autorisation de diffusion. Après, on a aussi la difficulté de ne pas retrouver les ayants droit. Ça, c'est un casse-tête. Voilà, il y a certains ayants droit, certains éditeurs où les auteurs ont publié en fait en prenant des alias. Et impossible de retrouver leur vrai nom, les éditeurs, toutes les archives ont disparu. Voilà. Il y a certains fonds pour lesquels on a eu vraiment cette difficulté-là. Après, on a mené les recherches. Si on n'a pas trouvé, si vraiment on n'a aucune source, des fois, on s'autorise à publier et en réservant quand même un droit pour les ayants droit, le droit pour eux de demander à ce qu'on retire en fait le document ou voilà, ou en négocier. Voilà. Ça n'est jamais arrivé jusque-là, quoi. Voilà. Donc, en fait, les corpus, ils sont déterminés par ces problématiques-là. C'est l'intérêt par rapport au patrimoine, la complétude avec ce qui est fait à la BNF et la possibilité de diffuser ensuite. Parce que numériser pour numériser, à part quand on est dans un projet de recherche, effectivement, avec un public vraiment déterminé et limité, mais sinon, c'est compliqué, quoi. On ne va pas numériser pour garder les documents sur des serveurs. L'idée, c'est vraiment de diffuser. Et du coup, on est coincé un peu par toutes ces questions-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me posais une question auquel Pierre pourra peut-être répondre par rapport à la question du patrimoine et de la valorisation du patrimoine local, puisqu'on a la chance en fait d'avoir d'être sur un territoire qui est peut-être un des territoires en Europe où il y a le plus gros patrimoine de bande dessinée, qui est la Nouvelle-Aquitaine, Angoulême particulièrement, mais la Nouvelle-Aquitaine en général. C'est-à-dire que je dirais que si on cherche des auteurs tous les jours, on en trouve, quoi. Est-ce qu'il y a des politiques particulières qui sont liées à la conservation de ce patrimoine local, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus général sur la politique au niveau de la région? Je ne sais pas lequel d'entre vous peut. Ouais. Alors, au niveau de la région, on a surtout au niveau national, en fait, des politiques de conservation du patrimoine, notamment sur la bande dessinée. Après, on travaille au niveau de la région et plus particulièrement l'Agence régionale du livre, du cinéma et de l'audiovisuel, donc l'ALCA, travaille aussi à cette question de valorisation de cet écosystème de professionnels qui, en effet, est très riche en Nouvelle-Aquitaine. Et puis fait vivre du coup ces dispositifs à travers notamment un contrat de filière qui est signé entre différents parties, donc la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et d'autres entités. Voilà, mais ça, c'est l'ALCA pour en parler bien mieux que moi. En tout cas, oui, bien sûr, il y a un regard particulier quand même, effectivement, sur ce patrimoine en devenir, en fait, qu'est la filière Nouvelle-Aquitaine, quoi. Voilà. Et c'était ce qui nous intéressait dans le cadre de ce dossier thématique que l'on voulait mener avec Pierre, avec la participation de l'ALCA et de la Cité internationale de la bande dessinée, puisqu'on a travaillé vraiment ensemble pour réfléchir à ce dossier. C'était de travailler le lien entre la bande dessinée et le numérique depuis, on va dire, les prémices de la BD en ligne, jusqu'à des questions de conservation de ce patrimoine il ne suffit pas de le mettre en ligne pour qu'il soit pérenne. Ouais. Et puis, oui, pour rentrer peut-être dans un lieu commun, mais la production d'aujourd'hui et le patrimoine de demain. Et comme la production d'aujourd'hui a aussi ce métissage, un pied dans le numérique
change dans sa forme, on pouvait aussi se poser des questions, comment justement garder un peu trace aussi de ça. C'est ce que la question que Catherine aussi a posée tout à l'heure, hein, l'obsolescence des formats, des théoriciens même de la bande dessinée numérique qui maintenant ne sont plus disponibles, le format Flash qui a disparu, les blogs, on l'a dit, qui est en récession, le webtoon qui arrive, comment conserver du webtoon, comment conserver, diffuser de la bande dessinée. Tout va se mêler, hein. Je pense que la bande dessinée de hier et celles de demain représenteront les sources pour l'avenir. Donc, il faudra bien trouver une forme, une synergie pour qu'on puisse traiter, se souvenir et parcourir le temps, hein. Si je peux juste me permettre, en fait, je rajouterais qu'en termes de bande dessinée numérique, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la bande dessinée homothétique numérisée. Donc, c'est ce que nous, on fait majoritairement. Il y a la bande dessinée numérique native. C'est ce dont on a parlé ce matin. Et puis après, il y a toute la partie documentation, valorisation, éditorialisation autour de la bande dessinée, qui vont être les sites de fans, les sites de publication, etc. Et ça, les 3 sont importants. Et les 3, à un moment, enfin, à mon sens, hein, vont faire partie du patrimoine de la bande dessinée. Et tout ça mérite à un moment d'être conservé, d'être analysé aussi, hein, et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ces 3 aspects-là. Voilà, étudier, analyser, tout ça. Et je voulais juste compléter, mais très rapidement, sur le fait, en fait, que la Cité fait partie d'un réseau également, et que, en fait, ce qui est numérisé dans un autre pays va être, on peut très bien échanger en fait les données. Donc, par exemple, on est en partenariat avec l'Université de Genève qui a mené un programme de recherche sur la bande dessinée et qui a numérisé certains corpus de titres de bande dessinée, donc par exemple Pilote, Vaillant, une partie de Spirou, etc. Et donc on a récupéré en fait les versions numériques de ces fichiers-là. Bon, on n'a pas le droit de les diffuser pour l'instant parce que c'est des titres qui sont encore sous droit voilà, mais au moins le travail est fait en collaboration. Et du coup, en échange, on leur a transféré en fait nos fichiers numériques. Donc on a un corpus large, voilà, et surtout on essaye de ne pas faire 2 fois le travail. Voilà, donc c'est vraiment un travail aussi en réseau et en collaboration avec toutes les entités qui travaillent autour de la bande dessinée. Je crois que ce qui vient d'être souligné est très important dans la mesure où c'est vrai qu'on l'a beaucoup constaté sur toutes ces politiques de numérisation ces dernières années. Catherine me parlait du fameux scanner, mais aussi voilà, de tous ces documents qui sont foisonnants. MediaBD, c'est en partie le cas aussi, mais c'est vrai qu'on est très dépendant, que ce soit pour toute cette valorisation de la recherche, que ce soit pour la constitution des corpus ou la valorisation de la recherche, on est très dépendant aussi de volonté politique, de financement public, et que c'est aujourd'hui très important, et que s'il n'y avait pas effectivement des réseaux universitaires, des départements, des régions, l'État bien entendu, nous je vois la Cité de la BD, c'est le partenariat avec la BNF, il est fondamental pour ça, et c'est vrai que ça ne tient qu'à de la volonté de la part voilà, des décideurs qui à un moment donné décident de dire c'est important qu'on puisse faire évoluer la recherche et donner accès à de plus en plus d'outils. Donc c'est vrai qu'il faut toujours l'avoir bien en tête. Si demain ces acteurs publics décidaient de ne plus le faire, voilà, ces programmes resteraient sans doute lettre morte. Je voudrais rebondir aussi sur autre chose qu'a dit Catherine et poser la question autour de MediaBD. Est-ce que ce foisonnement de plus en plus important de types de documentation, ça change la manière de travailler sur un site comme MediaBD, puisqu'effectivement, plus on remonte dans le temps, entre guillemets, plus les documents vont être peut-être difficiles à récupérer, mais plus c'est simple. On va dire, on écrit quelque chose dans un journal, on le broche et éventuellement ça fait un livre. Mais aujourd'hui, les gens qui écrivent sur la BD, c'est aussi des fans qui font leur blog, c'est aussi des posts peut-être sur les réseaux sociaux, c'est aussi des choses qui sont publiées dans des revues numériques. Alors, il s'avère que maintenant, je travaille dans un domaine qui est un petit peu différent de la BD, qui est le domaine de l'écologie, mais en fait, ils ont exactement le même problème, c'est-à-dire que les documents des années 70, ils sont faciles à retrouver dans une BU, mais ils sont peut-être moins pertinents que ce qui peut s'écrire aujourd'hui. Et aujourd'hui, de la documentation, il y en a trop pour qu'un humain puisse la lire, même s'il faisait que ça H24. Donc, est-ce que ça change la manière de travailler et de valoriser ce patrimoine de recherche qui se constitue ?
Bon, alors, pour le moment, MediaBD, donc, c'est un premier programme donc, qui a démarré en 2017 et qui, suite à plein de rebondissements, notamment dû au Covid, en fait, va s'achever en 2022. Et donc, il y avait un corpus initial, puisque, bon, je vais révéler quelque chose aux gens qui n'ont pas l'habitude des projets de recherche universitaire. Quand on fait un projet de recherche universitaire, il faut qu'on annonce la couleur d'emblée. C'est-à-dire, on va dire, voilà, je vais étudier tout ça, mais surtout pas le truc qui déborde derrière, parce que ça demanderait des sous en plus. Voilà, donc on a dû, en 2017, avec mes acolytes, donc je salue au passage Nicolas Labarre, mon collègue, donc également prof de civilisation américaine, et Julien Baudry, qui est conservateur des bibliothèques à la bibliothèque universitaire Bordeaux-Montaigne. On a dû fixer un corpus initial. Donc, on a fait en collaboration avec Catherine et Jean-Pierre Mercier, qui était encore là à l'époque, et Jean-Philippe Martin, oui, c'est vrai que je ne pas l'oublier, des grandes revues, des principales revues de BDphilie depuis les années 60. Bon, alors ça a été relativement facile à établir. Bon, là, ces revues-là, on voyait, voilà, elles ont eu en leur temps une visibilité telle que on est tombé assez rapidement d'accord sur les titres qu'on allait sélectionner. Mais en fait, il y a derrière, je dirais, toute une deuxième ligne de revues beaucoup plus obscures, à tout petit tirage, très mal diffusées. Bon, certaines dont vraiment c'est cauchemardesque d'arriver à se procurer la série complète. Bon, et il y a encore un autre niveau où alors là, on entre littéralement dans un espèce de grand magma galactique qui est, voilà, l'idéal de MediaBD un jour, c'est d'avoir aussi, alors peut-être pas exhaustivement, mais un très vaste répertoire d'articles BDphiliques issus de revues qui n'étaient pas des revues spécialisées sur la bande dessinée. Et donc, voilà, il y a eu, depuis les années 60, il y a plein de journaux, ne serait-ce que des journaux quotidiens, mais même des journaux généralistes, Paris Match, etc., qui, de temps à autre, ont publié des articles sur la bande dessinée, sur des auteurs de bande dessinée. Là, il se trouve que j'ai pu récupérer l'ensemble des articles sur la bande dessinée. Il y en a beaucoup qui avaient été publiés dans une revue de photographie des années 70-80 qui s'appelait Zoom, et où, bon, il se trouve que les gens qui animaient ça, il y en avait un certain nombre qui aimaient bien la BD, et donc, pratiquement dans chaque numéro, il y avait 1, 2, 3, 4 pages de bonne tenue consacrées à la bande dessinée. Voilà. Et donc, j'ai pu récupérer tout cet ensemble et on va à terme l'intégrer à MediaBD. Alors, après, pour ce qui est du plus récent, bon, ben là, pour le moment, c'est hors de notre périmètre, surtout tout ce qui est sur le web. Bon, pour des raisons de propriété intellectuelle, pour une raison qui est une très mauvaise raison, qui est que pour le moment, bah, c'est très facile à y accéder, mais comme on l'a dit, ça peut disparaître du jour au lendemain. Et bon, il y a de nombreux exemples, par exemple, de listes de discussions anciennes entre amateurs, donc notamment des listes de discussion des années 90, qui étaient des trucs qui représentaient des milliers et des milliers de pages d'échanges, dont beaucoup étaient très intéressants, qui disparaissent d'un coup on enlève une prise et cloc, ça disparaît. Si jamais il n'y a pas eu une personne qui a pris soin de conserver tout ça sur un disque dur, c'est mort. C'est mort et enterré, c'est pas dans le Wayback Internet Archives et tout ça, hein, ça y est pas. Donc, bon, voilà, pour le moment, MediaBD, c'est un peu tout ce qui est sur le web, sur la toile. Pour le moment, c'est hors de notre portée, mais ça nous fait souci.
Bah oui, je voudrais poser une question du coup à Antoine. Merci pour cette réponse. Justement, moi, c'est une question de la montée en puissance justement de cet objet de recherche en bande dessinée ces dernières années. Ça a été souligné par d'autres tables rondes avant, mais c'est vrai que cette conférence, là, aujourd'hui, on n'aurait pas pu l'avoir il y a 20 ou 30 ans parce que chercheur en BD, ça aurait presque été un métier gag en fait, alors qu'aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose. Et même constituer des corpus de recherche en bande dessinée, ça n'aurait pas été pertinent dans le contexte avant. Et c'est vrai que moi, pour en revenir à mon introduction, au début, quand Gallica s'est lancé, ce que Gallica a commencé à mettre en avant, c'est effectivement la presse, etc. Mais en aucun cas la BD. Il y avait peut-être déjà des planches de BD qui étaient numérisées, mais en aucun cas il y avait voilà, elle n'était pas mise en avant. Ce qui était mis en avant, c'était voilà, vous avez le petit journal, etc. Puisque les quotidiens avaient déjà acquis leur lettre de noblesse et étaient mis en avant. Puis, à peine 10 ans plus tard, on a l'année de la bande dessinée. On voit les plus grands musées de Paris faire des expositions sur la BD. Et non seulement personne ne s'est levé en disant c'est un scandale, des expositions sur les petits Mickey, tout ça, enfin bref. Mais l'avantage, ça a été un grand succès. Les gens étaient ravis de voir tout ça, même si ça a été perturbé par le Covid. Est-ce que du coup, du côté des politiques menées à la Bibliothèque nationale de France, ça a été une évolution vraiment radicale? Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est vu petit à petit? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pleinement rentré comme un objet, comme un objet du commun de la recherche, ou même au-delà? Est-ce que c'est quelque chose que la Bibliothèque nationale de France est fière de valoriser comme étant un axe majeur de numérisation et de recherche? Alors, je ne vais pas parler au nom de la... Non, pas au nom de toute la bibliothèque. Non, non, mais c'était plutôt une question du ressenti, de comment on le vit de l'intérieur. Oui, il y a on peut noter, on peut observer effectivement un renforcement et un vrai intérêt pour la bande dessinée ces dernières années. En témoigne justement déjà la collaboration, enfin le pôle associé. Voilà, le pôle associé entre la Cité et la BNF, qui s'est, je pense, un peu cristallisé et amplifié avec l'année de la bande dessinée, puisque justement cette collaboration a été faite. Justement, les collections numérisées de la Cité ont basculé sur Gallica. Le site également, le site Gallica a, via son blog, valorisé justement ce fonds. Après, au-delà du niveau numérique, je pense que vous avez... je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui seront mises en place, mais en tout cas, au niveau, je sais que au niveau physique, on va dire, entre guillemets, pour faire la séparation, le nouveau site Richelieu, qui est actuellement en travaux, qui va rouvrir normalement au printemps, va proposer dans sa salle de consultation 8000, je crois, albums classiques qu'ils auront déterminés, qui seront en libre circulation. Donc, il y a vraiment une sorte de basculement, même s'il y a toujours eu des référents, des personnes qui sont intéressées au sein de la BNF. On a aujourd'hui une vraie marque, un vrai intérêt public, on va dire, et présent pour la bande dessinée. Qui n'est pas nécessairement retombé à la fin de l'année de la bande dessinée. Non, je pense pas, justement, parce que maintenant, il y a plus de... donc, alors, la bande dessinée est exposée en différents départements de la BNF, mais je sais, par exemple, côté Stamp, il y a des personnes qui sont en charge justement de la bande dessinée et qui vont tout faire, qui sont maintenant, qui savent l'identifier et qui la mettront en avant dans leur indexation, numérisation, inventaire et projet de numérisation. C'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à ajouter jusque-là ou s'il y avait des questions dans le public. Catherine, tu voulais dire quelque chose? Alors oui, moi je voulais juste rajouter que dans le cadre du partenariat pôle associé avec la BNF, il y avait aussi des programmes de recherche en fait qui étaient envisagés, qui ont été stoppés pour les raisons qu'on connaît, parce que depuis quelques mois, on est obligé de porter des masques et de se faire vacciner. Et voilà, donc en fait, mais le projet, c'était vraiment qu'on conduise avec la BNF, en partenariat avec eux, des projets de recherche en fait, qui soient conjoints sur les collections de la BNF et celles de la Cité, qui porteraient sur la bande dessinée et justement sur tout ce qui est question patrimoniale. Donc soit l'analyse de fond, la découverte de collections qui sont jusque-là peu explorées, peu connues. Voilà, donc les champs sont ouverts. Mais ça fait vraiment partie des choses qu'on a en commun. Et moi, je constate aussi, alors, par le fait d'être au centre de documentation, de recevoir des chercheurs et d'avoir pas mal de demandes, que les gens explorent Gallica avant de venir nous voir.
Et effectivement, ou alors si ce n'est pas le cas, moi, systématiquement, je les renvoie vers Gallica en leur disant, attention, vous avez des sources dans Gallica, il y a des choses intéressantes dans Gallica pour la thématique que vous développez. Voilà. Donc, Gallica est vraiment une ressource première sur la bande dessinée qui est complétée par les autres sites qui existent. Mais vraiment, quand on travaille sur une thématique de la bande dessinée ou sur un auteur qui est dans le domaine public, hein, Gallica est vraiment la source primaire en fait, de documentation. C'est pour ça que le partenariat entre la Cité et la BNF est essentiel pour nous. Et il faut vraiment qu'on le développe et qu'il faut qu'on arrive à un moment à développer des programmes de numérisation qui soient concertés bien en amont. Aujourd'hui, nous faisons des propositions à la BNF qui, en règle générale, les acceptent. Hein. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se penche plus sur les collections et qu'on dise tel titre, ce serait bien de le numériser pour telle raison, etc. Et que du coup, on puisse voir à plusieurs années comment on va pouvoir numériser, enrichir Gallica, mieux valoriser aussi ce qu'il y a sur Gallica. Donc, il y a eu des billets de blog qui ont été rédigés, il y a quand même des choses qui se font. Moi, j'admire aussi le travail qui est fait sur Instagram, à la valorisation des images issues de Gallica sur Instagram, parce qu'il y a très souvent de la bande dessinée et très souvent des choses assez sympathiques, quoi. Marrantes, humoristiques ou au contraire émouvantes. Il y a vraiment un super boulot qui est fait. Et c'est vrai que c'est aussi, pour moi, une façon de valoriser le patrimoine que d'éveiller l'intérêt des gens, du grand public, et pas uniquement celui des aficionados, en fait, un peu de tout ce qui est patrimoine Gallica, parce que bon, il y a souvent, en fait, il faut quand même avoir une certaine maîtrise des outils culturels que sont voilà, Gallica ou d'autres plateformes numériques. Mais vraiment, il faut que... Enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est que Gallica devienne en fait une ressource pour tout le monde, quoi. Et, parce qu'il y a des choses vraiment extraordinaires, quoi. Alors, je ne parle pas que dans la bande dessinée, hein, mais dans l'illustration aussi. Il y a des programmes qui sont absolument fabuleux, quoi. Donc voilà. Mais vraiment, je pense que l'outil numérique permet de mettre à disposition des ressources qui jusque-là étaient pas forcément faciles d'accès pour les étudiants partout. Et ça, c'est vraiment cet aspect un peu de démocratisation du patrimoine de la bande dessinée. Pour moi, c'est vraiment un aspect essentiel à la numérisation. Je dirais d'autant plus dans des temps incertains où on a tous bien vu qu'on pouvait, étudiants comme chercheurs, comme n'importe qui, se retrouver coincé chez soi ou empêché de se déplacer très vite, quoi, pour des circonstances qui peuvent se déclencher très rapidement. Donc, je pense que cet enjeu n'a jamais été aussi évident que dans cette année, enfin, ces 2 années universitaires où beaucoup d'étudiants ont dû rester à distance, n'ont pas pu ne serait-ce qu'aller consulter des archives. Quand bien même ils pouvaient se rendre en cours dans l'université, il y a eu des périodes où on ne pouvait pas changer de département sans un motif valable, ou impérieux. C'est effectivement très, très, très juste ce que tu soulignes. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant d'aller manger. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions dans le public sur tout ce que nous avons abordé? Questions qui ne concerneraient pas le menu. Les questions sur les métadonnées. Est-ce que vous voulez qu'on parle de métadonnées pendant 10 minutes, parce que de moissonnage, Alors, ceci dit, ça peut quand même... Oui. Oui. Moi, j'aurais peut-être une question pour Pierre et Julia. Moi, j'aimerais savoir si donc le dossier bande dessinée numérique, là, il est depuis quelques mois déjà en ligne, vous devez avoir des retombées. Est-ce qu'il y a un moment, des acteurs culturels, patrimoniaux sont rentrés en contact avec vous pour voir leur travail mis à l'honneur ou en avant ou valorisé, et comment vous percevez en fait l'intérêt de ce dossier bande dessinée numérique?
et numérique sur le site de la région. Quel retour, en fait, il y a par rapport à… Alors, les retours que nous avons ne sont pas forcément sur l'aspect patrimonique. On a eu un retour qui était assez intéressant, au contraire, sur des experts en nouvelles technologies qui s'interrogent sur les nouveaux formats, notamment ce qu'on appelle les NFT, comme pouvant être une proposition, pas une solution, mais une proposition pour travailler différemment la propriété intellectuelle, travailler la conservation, travailler qui a fait quoi justement dans les registres du net sans passer par des serveurs ou des choses comme ça. Donc, on a eu ce genre de retours qui nous ont poussé justement à chercher des réflexions, alors plutôt sur demain que sur hier, même si… Ce ne sont pas des technologies qui sont actuellement utilisées pas massivement en numérisation encore. Pour le moment, la question des NFT. Marvel a lancé quand même une collection de c'est vrai BD qu'ils en commencent. NFT. Ça reste les très gros aussi. éditeurs. Ouais. Les éditeurs se posent la question. Les auteurs qui s'auto-éditent et qui travaillent aussi directement sur le numérique se demandent comment être mieux rétribués. Donc, ça peut être des solutions. Donc, on nous a plutôt aiguillés vers là, vers d'autres liens entre les acteurs numériques et d'autres éditeurs plus traditionnels aussi qui se posent la question de la numérisation. Un micro-éditeur, on va dire à 2 personnes, comment passer sur le web, comment avoir plus d'exposition, comment avoir une production plus dans l'air du temps, ou doit-il passer au webtoon ou des choses comme ça. Donc, on a eu ce genre de réflexion plutôt basée sur demain. Petite remarque de Catherine, tout le monde ne connaît peut-être pas exactement ce que sont les NFT, etc. Donc, pour réexpliquer très très rapidement, c'est une technologie qui est actuellement émergente, qui elle-même est en partie basée sur une autre technologie émergente qu'est la blockchain, qui permet en fait de retrouver, de mettre une sorte de verrou, de visa numérique sur un document particulier pour certifier qu'il est la propriété de quelqu'un, si vous voulez. En gros, ça permet, je vais le résumer à l'extrême, mais de mettre une propriété et un verrou électronique sur une image. En l'occurrence, pour les NFT, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et dans les politiques de numérisation, ça pourrait poser des problèmes aussi plus tard, puisque rien n'empêche de faire une capture d'écran d'une image, mais si quelqu'un vient, je résume à l'extrême, et quelqu'un vient vous dire « je possède cette image parce que j'ai un NFT qui me certifie que je possède cette image », vous n'aviez pas le droit de faire une capture. J'aimerais bien être au procès avec du popcorn parce que, à mon avis, ça serait… mais c'est vraiment des questions qui sont effectivement très importantes aujourd'hui parce que sur les politiques de mise en ligne justement d'images, on risque de se retrouver face à des questions qui peuvent être importantes. Et d'un autre côté, effectivement, on est toujours dans un environnement où le statut des auteurs est très précaire et un auteur qui peine à joindre les deux bouts, si on lui dit vous allez pouvoir vendre un NFT, vous allez pouvoir vendre un JPEG à 500 € à un collectionneur fou, il ne va pas forcément dire non, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il paye ses factures. Donc bref, c'est un vaste débat. Ouais, c'est un débat en cours, parce qu'on peut aussi imaginer qu'effectivement, soit vendre un JPEG à 500 € à un collectionneur fou, ou soit vendre une propriété intellectuelle à quelqu'un qui pourrait participer aussi à votre œuvre. Donc, il n'est pas toujours une question de… C'est une question de monétisation aussi, mais ça peut être aussi une question dans la pratique même et dans la conception de la bande dessinée. Là, on le voit actuellement aussi avec les politiques de crowdfunding. Donc là, ça serait aussi une étape supérieure. Et aussi, ces tokens, ces artefacts numériques permettent notamment de dire que ce JPEG m'appartient, mais ça permet aussi de limiter, de dire qu'il n'y en aura que 100, de le raréfier. Ça permet aussi à chaque fois que ce JPEG est reproduit, peut-être que l'auteur à qui il appartient recevra 1 € ou en Bitcoin, c'est en 2030, on verra. Mais du coup, ça permet d'imposer comme un contrat d'édition en fait, qui serait toujours respecté. Mais décentralisé et qui ne passerait pas par les acteurs traditionnels. Donc voilà, quand on dit que c'est un débat qui est complètement émergent, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois, on en parlait à peine. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir vos retours là-dessus. Ah, il y a des questions. Bon, on va vous apporter un micro. Juste une petite question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des formations spécifiques autour de la préservation, valorisation de la bande dessinée ou est-ce que finalement on n'a pas besoin d'avoir une approche spécifique?
À destination des professionnels, vous voulez dire ou ouais. Moi, je pense qu'effectivement, toute formation est bonne à prendre. Je vais vous donner juste je passerai la parole à mes collègues après, mais un ressenti très personnel, c'est que moi, quand je suis arrivé à la Cité de la bande dessinée, donc il y a 2 ans, même si je fais autre chose maintenant, j'avais travaillé pendant 13 ans avant en bibliothèque, mais jamais spécifiquement dans des services qui géraient du patrimoine et qui géraient des collections patrimoniales. Même si évidemment, à l'école, on est un peu formé sur ces questions-là, hein. Oui, c'est effectivement le fait que, il y en a qui existent, hein, des formations, mais pas tout le temps, pas de manière fréquente. Oui, c'est des choses qu'on peut apprendre sur le tas, mais c'est mieux si on a un vrai cours formel et structuré sur ces questions-là, bien sûr. Juste pour répondre à Viviane, oui, moi je suis d'accord aussi, hein. Je pense que, surtout aussi sur ce qui existe en termes de ressources documentaires numériques, parce que ça évolue très vite, il y a beaucoup de choses, et comment s'en servir. Oui, parce qu'il y a des ressources partout. Il y a énormément de choses qui sont accessibles, qui sont plus ou moins cachées. Effectivement, je pense que pour les chercheurs, ce serait bien à un moment, alors pas forcément sur 4-5 jours, hein, mais une journée, sur effectivement la recherche documentaire numérique en bande dessinée et aussi oui, les moyens de préserver et de conserver tout ça. Enfin, qu'est-ce qui est mis en œuvre dans les différentes institutions pour justement préserver ce patrimoine dématérialisé ou matériel. Je dirais que c'est presque 2 volets différents de formation. En fait, c'est la question de où trouver les choses, qui est déjà un sujet à part entière parce que personne ne peut avoir un panorama complet, etc. Et l'autre question, c'est effectivement comment on conserve, de quoi ça dépend, sur quelle technologie c'est basé, etc., qui sont d'autres questions, mais qui sont tout aussi intéressantes pour les chercheurs. Il y avait une autre question. Oui, ce n'est pas une question, pardon, je fais un petit pas de côté. Donc, puisque l'ALCA a été cité, donc je me permets d'intervenir. Emmanuel Lavoie, je travaille donc à l'ALCA. Alors, nous avons dans le département livre un pôle patrimoine. Donc, on fait du référencement, de la valorisation. Enfin, c'est vraiment pour des auteurs morts il y a 70 ans. Donc, on n'a pas beaucoup de bandes dessinées. Alors, on utilise les auteurs de bandes dessinées pour faire la valorisation de nos auteurs du patrimoine, Mauriac, André Léo, que vous connaissez peut-être pas, je vous conseille, voilà, Pierre Loti. Et on a demandé, durant l'année de la BD, à 20 auteurs de bandes dessinées contemporains et même de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque comme vous l'avez fait remarquer, on en a beaucoup, et je fais ma petite pub aussi, puisque on a fait justement un guide de la bande dessinée avec 200 auteurs donc, qui sont présentés, 200 auteurs et autrices, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, on a demandé à une vingtaine d'auteurs de bande dessinée de réagir à l'œuvre d'un auteur du patrimoine, que ce soit Mauriac, que ce soit Bloch, que ce soit André Léo. Il y a très peu de femmes, malheureusement. Et ces planches, donc, qui sont numériques, en fait, elles sont en ligne sur notre site. Et on se pose la question souvent avec mon collègue du patrimoine, moi je suis sur l'économie du livre et la BD, c'est quoi le patrimoine en bande dessinée? Pourquoi? Parce que ça n'a pas du tout la même notion finalement qu'en littérature. Alors dans mon parcours professionnel, je suis passée de la littérature à la bande dessinée. J'ai été éditrice de bande dessinée et j'ai eu la chance de recevoir avec Stéphane Duval pour Les Arts Noirs le prix du patrimoine. Donc, il n'y a pas de prix du patrimoine en cinéma ou en littérature. Quand Capricci rénove un film, il n'a pas le prix du patrimoine. Quand j'étais chez Actes Sud, on a retraduit tout Dostoïevski, on n'a pas eu le prix du patrimoine, pourtant ça méritait. Donc là, avec la traduction et l'édition des comics de Moumine, on a eu le prix du patrimoine. Et Tove Jansson, ma connaissance, n'est pas morte il y a 70 ans. Donc, le patrimoine en bande dessinée, ce n'est pas la même chose que le patrimoine en littérature. Et ça m'a vraiment surprise lorsque je suis arrivée dans ce milieu. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais quand on parle, on peut dire que Moebius, c'est du patrimoine. Oui. Mais on ne va pas dire que M. Bouju, par exemple, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, est du patrimoine. Enfin, c'est un auteur de polar de la région. Voilà. C'était ma petite intervention. Je pense d'ailleurs que si vous en parlez à 2 spécialistes de la bande dessinée, ils n'auront pas la même réponse sur ce qui est patrimonial. Si vous en parlez à un critique et un chercheur, vous n'aurez pas la même réponse. Un chercheur vous dira peut-être pas, ou quelqu'un qui fait de la numérisation ne vous dira pas que Moebius c'est du patrimoine parce qu'il n'a pas le droit de le numériser. Mais quelqu'un qui est un critique de BD dira bien sûr que c'est du patrimoine, Moebius. Alors moi je dirais que les albums de Moebius qui ne sont plus aujourd'hui édités,
réédités ou réédités sont du patrimoine. Voilà. Et que même une édition originale qui, par sa forme, peut être patrimoniale. En tout cas, c'était aussi noter l'importance du patrimoine vivant en bande dessinée avec ce prix. On peut en penser ce qu'on veut. Il n'y a pas de prix du patrimoine dans les autres arts. Voilà. Si vous voulez terminer, oui, il reste. Non, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette riche matinée et puis vous retrouver cet après-midi. Merci de votre attention jusqu'à la fin de la matinée. On se retrouve à 14h et le déjeuner pour les intervenants est à la même, en tout cas, 3e étage, à la table à dessin. Super simple. Nous, quand ils nous l'ont présenté, on s'est dit ça, depuis la V2, c'est beaucoup plus facile à faire. Et effectivement, c'est génial de dire je mets mon personnage et je mets mon héros dans une interaction avec des casting. Ça leur permet de faire une prise en main qui n'est pas pareil que juste leur mettre une feuille avec des cases entre les mains. Et après, ah bah oui, c'est pour faire des storyboards, ça regarde bien aussi. On a des ateliers cinéma qui sont c'est pas étonnant que oui. Je transmettrai à Damien. Ça va? Ça va? Oui. Je travaille pour un label qui s'appelle l'association. Alors moi, c'est l'associé en fait par rapport au processus de postdoctorat qui ont fondé un labo associatif qui permet de faire de la médiation scientifique dans l'Afghanistan pour la numériser. Ça repart à la BNF avec les fichiers numériques et ensuite ils vont le mettre sur Gallica. Alors, il y aura j'ai fait 15 ans en bibliothèque. Il y a en fait, j'ai des et c'est un élève. Oui, même, ils ne sont pas tous sur place. En fait, il y a des cours en Suède, en Israël. On a dit de travailler comme ça. C'est rarement dans ton laboratoire. Bah ouais. Voilà, tout ça va arriver. Ça va. Je crois que je fais quelque chose qui sent le ah oui,
Oui, il y a souvent un cachet de barreau avec des choses. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Oui, voilà. Est-ce que c'est une forme de et après sur demande, et après sur demande, si par exemple, utiliser une image, à ce moment-là, on passe directement Voilà, c'est ça, c'est tout ce genre de choses qu'on aimerait bien discuter avec vous, oui. Avec, on ne sait même pas avec qui. Pardon, mes plans ont changé 40 fois. Mais dans le détail, comme ça, pratique. Ah non, voilà, c'est ça. Moi, je la trouve, elle a plutôt une vision. Est-ce que les images. Oui. En plus, il y aura une coordination à faire avec la base de Muséum 7 de Strasbourg, UFTU. Oui, avec Thérèse Villers. Oui, non, on était. Oui, non, on était avec. Il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble. Vraiment désolé de vous interrompre. Oui, pardon. Par rapport au déjeuner, est-ce qu'il y a un double déjeuner avec Anne-Hélène et Anne-Hélène, c'est vraiment un noyau de personnes. Et donc, vous êtes sur le déjeuner normal. C'est la question que je vais me poser en fait. Oui. Si Kebrandi était dans le. Non, vous c'est troisième. Donc on va et nous on va en ville. Je peux faire le déjeuner là-haut. Tu vas au déjeuner. Hein? Tu vas au déjeuner caché. Oui, bien sûr, c'est pas bien. Désolée, on laisse manger quand même. Et nous on va en ville. Non, mais on laisse déjà ça comme ça. D'accord. C'est votre coordonnée. Oui. Oui. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va tomber. D'accord, avec le ministère, on fera une réunion au sujet de la question de la numérisation, de la diffusion, etc. Voilà, donc Thérèse Villers, nous, la BNF, et tous les parties prenantes. Et qu'on décide effectivement de ce qui va être fait. Nous, ce que j'ai compris. Mais c'est Pierre Langheretti qui était à la réunion. Pierre Langheretti était à la réunion. Moi, mais je vais lui en parler. Ce que j'ai compris, c'est qu'on nous demande une numérisation haute def. Une fois qu'on a le fichier haute def, on peut dégrader. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est que la BNF peut tout à fait faire diffuser des images de bonne qualité, mais qui ne soient pas téléchargeables.
que les gens ne puissent pas Oui, oui. l'utiliser. Bon, après, ils peuvent toujours faire des copies d'écran. Oui, mais c'est ce qu'on disait. C'est pas de Mais bonne ça, c'est qualité, pas. il peut Mais pas ça oui, sera utiliser. un usage d'amateur. Ça va Oui, pas voilà, pour, voilà. donner- Et après, tout ce qui est droit, ce sera négocié dans un deuxième temps, au coup par coup, en fonction des usages. Ouais. De toute façon, on ne va Ouais. pas négocier voilà, pour un éditeur ou pour. Voilà. Même pour... Mais de toute façon, il faut qu'on négocie, nous, à notre niveau, les droits pour l'utilisation de ce qui va nous revenir. Parce qu'on va en faire quoi? On va bien être à un moment faire de la com. Bah oui, pour de la bien sûr, réseau. bien sûr. Donc, il va bien y avoir des choses sur les réseaux sociaux, etc. Ah oui. On va bien... Il va y avoir une quand expo même un encore jour. plus d'images, qu'on puisse oui. utiliser un peu librement, du moment que ça reste une utilisation sans but lucratif. Oui. C'est-à-dire si on fait une édition, il faudra négocier à part. Oui. Par contre, pour tout ce qui est autour de la communication, autour du fond, effectivement, il faut bien que... Non, mais ça peut faire l'objet d'un accord séparé. On l'a déjà C'est ce qu'on a fait déjà fait avec le Il y a LTU. eu une convention pour des expos. par rapport à ça. Il y a quelque chose, un écrit. Il n'y a rien du tout pour l'instant. Et nous, on n'a pas été associés à rien. Donc, vous avez le compte rendu de la réunion qui a été fait avec la BNE? Non, un peu par Thérèse Hubert, parce qu'on connaît Thérèse. Nous, Claire Marcotti nous a fait un compte rendu, mais vraiment pour nous. Quoi. Je pensais qu'il y avait quand même quelque chose, un document qui avait été... Non. C'est pour ça qu'on est un peu dans... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner moi de mon côté. Oui. Et puis je reviens vers vous, je vous ferai un petit mail en vous tenant un peu au courant de Oui, parce que c'est vrai qu'avec envisagé. Pour l'exemple du musée Toulouse, par contre, là, on est en relation. Oui. Parce qu'on expose des choses. On a fait une convention de prêt, on a fait une convention comme quoi ils peuvent utiliser les dessins, etc. Dans le cadre de la tout est prêt. C'était facile, en fait. Il suffit de le faire. On leur a fait un don manuel, on leur a fait un don manuel. Enfin, avec eux, on est en relation depuis le début. Bien sûr. Ici, non. C'est plus simple. Mais nous, on attend que ça arrive et voilà. Et pour l'instant, mais il y a quand même des choses à essayer d'imaginer en amont, justement, la coordination entre nous, BNF et Strasbourg. Vous avez vu un peu l'étendue de la nation? Oui, si. J'ai pas vu le dossier. J'ai bien compris que c'était énorme. C'est assez gros. Vous avez quand même une majorité de planches. Oui, non, j'ai bien compris que c'était un gros fond et très important. Et effectivement, et puis bon, c'est quand même important. Voilà, oui, j'ai bien compris l'enjeu qu'il y avait. Voilà, je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas du tout été associée à la réflexion. D'accord. Parce que tant que vous êtes bibliothécaire, vous êtes documentaliste. Je suis documentaliste. C'est un peu la même chose que moi, je suis bibliothécaire. Pareil. Je crois que c'est la même. J'ai été responsable de la bibliothèque pendant des années. J'étais avant Samuel, il occupait mon poste. On a un peu plus de conscience de la matérialité des choses et tout que ça prend et tout ça. Derrière la numérisation, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Et puis la description, etc. Et après, il faut savoir aussi que nous, on peut être des ressources. Alors, la description, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est la BNF. Voilà. Bon, après, nous, une fois qu'on va récupérer la planche, on aura une autre description à nous, on va récupérer des choses, des corrections à faire. Voilà, des compléments à apporter, des choses comme ça. Mais je sais que la grosse partie de tout ce qui est référencement, c'est la BNF. Et après, ça vient chez vous et ça repart. Voilà, il va y avoir un certain nombre de discuter avec les gens de la BNF, parce que je me demande qui, au département du livre, ça va être Caroline Picot, non, qui est en charge de... C'est elle qui est venue en amont voir la dation chez le commissaire-priseur, avant l'accord. C'est elle qui est venue, donc c'est la seule qu'on connaisse avec qui on est en contact. C'est elle, parce qu'il est aux estampes, là, où il est à la réserve des livres rares. Ah non, il est à la réserve des livres rares. Oui, c'est pas aux estampes, justement. C'est Caroline Picot. C'est ça. Oui. Bon, bah, ça va, elle connaît un petit peu, quoi. Oui. Oui, elle connaît. Mais elle va peut-être pas voir que ça à faire non plus, parce que... Ils vont les utiliser, dessus, je pense. J'espère. Mais c'est ça, en fait, comme on a aucun... Bon, pas trop inquiet, c'est quand même des gens professionnels. Bonjour, c'est Athénao, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous...
Est-ce que vous voulez que je coupe l'enregistrement et je reprends à 14h? Non, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui vais faire le... Oui, vous pouvez couper, merci beaucoup. On reprend à 14h. 14h, d'accord, je relance ça à 14h. Merci beaucoup.